Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Verizon? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, c'est une compagnie qu'on a déjà eu étudiée ici, du moins quantitativement, il y a 7 mois. Ok, il y a 7 mois, on avait un prix ici affiché qui était aux alentours de, si ma mémoire est bonne, on était aux alentours de $49 à l'action. Donc, $49 à l'action, je vous disais, ceci, l'entreprise est bonne uniquement pour ceux qui recherchent le dividende. Point barre. Ok, même si vous voyez affiché ici un objectif aux alentours de $62 à l'action, mais ça, c'est en étant très, très, très optimiste. Ok, ça, c'est en regardant uniquement les états financiers. Ok, donc, je vous avais mentionné que c'est une entreprise ça pourrait être intéressant aux alentours de $40 l'action par là. Aujourd'hui, on est à $37 l'action, ok? Quelques mois plus tard, est-ce qu'on va essayer de déterminer ici aujourd'hui, est-ce que l'entreprise est une opportunité d'investissement? Maintenant, en se basant un tout petit peu avec la lecture, en prenant comme complément la lecture des rapports financiers ici, ok? On va y aller. Donc, c'est une note que j'ai envoyée ici à tous ceux qui sont abonnés à la newsletter ici gratuite. D'accord? Vous l'avez sans doute reçue en date d'aujourd'hui. Donc, la note prend en considération quoi? Donc, c'est uniquement qu'est-ce que l'entreprise a fait sur le dernier trimestre ici, à quoi s'attendre peut-être à court terme ici. D'accord? Donc, les prévisions si elles sont maintenues. Donc, vous avez une idée ici de ce qui s'est passé sur l'entreprise, ainsi que s'il y a des risques également à court terme, on va les mentionner. D'accord? Donc, pour ceux qui ont lu les rapports financiers du troisième trimestre ici, vous allez voir que c'est un peu un condensé ici, d'un mix entre les rapports financiers et à peu près comment on appelle ça, les conference calls. OK? On y va rapidement. Je vous épargne ici la description de la compagnie. D'accord? C'est une compagnie de téléphonie mobile ici, mais ils ont également un service Internet. Donc, téléphonie mobile, Internet, mais également câble distribution. Donc, ils font tous les trois. D'accord? Donc, vous pouvez trouver la description ici dans Zone Bourse. OK? Verizon devrait connaître une légère baisse de ses bénéfices en 2022. Elle a notamment publié ses résultats pour le troisième trimestre et ces derniers ont été conformes à nos attentes, d'accord? Donc, la société a affiché un bénéfice de $1,32 par action au troisième trimestre pour un chiffre d'affaires de $34,2 milliards en hausse de 4%. Comme c'est le cas depuis quelques temps, la croissance des revenus des services sans fil et la hausse des revenus des équipements sans fil ont été atténués par le déclin des services filaires et l'impact net des fusions et acquisitions réalisées en 2021. Donc, service filaire ici, donc c'est le wireline, comme on le dit généralement. Si on le met en français, ça donne service filaire. Donc, en somme, c'est généralement ici le service sans fil. Enfin, pas sans fil, de la téléphonie résidentielle, d'accord? Donc, pour les entreprises, comment on appelle ça? Comment on appelle encore ça? Les entreprises également, pour les résidentiels également. Mais ça prend également en considération, parfois, le wireline, parfois ça peut prendre en considération les services de câble distribution. Donc, il faut faire attention vraiment à la définition de wireline. OK? On continue ici, ce qui peut avoir des répercussions sur le nombre, donc on dit ici, par ailleurs, Verizon évolue dans un marché hautement concurrentiel, ce qui peut avoir des répercussions sur le nombre de clients postpayés des services sans fil. Ici, il n'y a pas de fidélité de la clientèle. La clientèle ici, ça dépend du prix, d'accord? Donc le client ici est fonction du prix, surtout si le réseau est le même, d'accord? Donc si on a 3 opérateurs qui offrent le même service, c'est au niveau du prix que ça va se jouer. Donc parfois ils ont tendance ici à faire une guerre des prix, mais je pense que cette guerre des prix a tendance à être atténuée présentement quand on se retrouve dans un segment où il y a 3 entreprises qui dominent. Mais faites attention ici, parce que présentement, par exemple, comme je le disais tantôt sur la vidéo concernant ici la vidéo concernant ici le secteur d'activité, d'accord, parce qu'on a fait une analyse ici du secteur d'activité ici du point de vue des États-Unis. Donc on a dit ici que je vous ai mentionné que T-Mobile, qui est la fusion de Sprint et T-Mobile ici, a eu plus de clients postpayés que AT&T et Verizon réunis. Donc T-Mobile est extrêmement agressif pour aller chercher des clients. Mais attention, ils le font généralement au sacrifice de la marge, des marges bénéficiaires. Ça peut être une stratégie qui fonctionne en se disant que, voilà, on va les habituer à nos services, etc. Et vu qu'on aura le même prix que les autres, ils ne vont pas partir. Donc, ça peut être une stratégie qui pourrait rapporter, mais également qui pourrait être à double tranchant. Donc, il faut faire très attention ici. On continue. Parce que Verizon, eux, ils sont toujours au niveau, ils ne sacrifient pas les marges. OK? On veut les clients ici, certes, mais on veut des clients qui sont capables de payer pour le meilleur service du pays. D'accord? Ou bien le meilleur réseau du pays. D'accord? Donc, ici, c'est généralement les services combinés. OK? On continue ici. Alors, d'accord? Donc, ce qui veut dire que dans l'ensemble, Verizon devrait toujours afficher un bénéfice de $5,2 cette année, avec une solide amélioration des résultats au cours des années à venir.
D'accord? Donc, on s'attend à des bénéfices nets de 5,2 dollars par action. D'accord? Si vous faites 5,2 dollars par action multiplié par le nombre d'actions ici aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'on est aux alentours de 20 milliards par là. OK? Donc, l'entreprise est en bonne santé financière, notamment parce que beaucoup de gens mentionnent généralement ici que oui, mais l'entreprise est très, très endettée. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a cette dette-là. Est-ce que cette dette-là, c'est une dette ici? Est-ce qu'on s'est endetté pour acheter des actions? Est-ce qu'on s'est endetté pour repayer la dette? Non. On s'est endetté pour acheter du spectrum. Donc, on s'est endetté pour acheter le droit d'utiliser une certaine fréquence, d'accord, par rapport au service sans fil. Parce que la 5G ici, comme je vous l'ai dit sur la vidéo concernant le secteur d'activité, tout le monde doit manger. Donc ici, on a payé, si vous regardez les rapports financiers ici de 2021, vous allez voir... non, ça c'est le trimestriel ici. Mais déjà sur le trimestriel ici, on peut vous montrer quelque chose. Alors sur le trimestriel, on va monter. Donc au niveau des bilans ici, donnez-moi juste un instant, on va dessus. Alors, donc déjà, premièrement, vous prenez l'information concernant la dette totale, d'accord? La dette totale ici est de 147 milliards. Or, vous allez voir ici que la plupart des réseaux vous mentionnent 176 milliards. C'est parce qu'il y a une différence ici. Pourquoi? À cause du fait qu'on prend en considération non seulement les obligations liées aux pensions, donc Verizon ici a un fonds de pension pour ses employés, etc. Mais également, on prend en considération les obligations liées au lease, donc c'est-à-dire que les loyers pour les tours de télécommunications, pour les différents bâtiments ici, s'ils en ont, mais généralement pour les tours de télécommunications. Donc, faites attention ici. Donc, prenez ça en considération. La dette nette est là. Donc, on vous mentionne déjà l'information ici. Je continue. Je cherche ici le bilan. Le bilan. Donc, le bilan. Ok, le bilan, il est où? Ok, légèrement, il est légèrement tout en bas. Je cherche le bilan parce que je vais vous montrer une information sur le bilan ici. Donc, je vais aller plus haut. Balance sheet. Ça, c'est le cash flow. Généralement, le cash flow, c'est après le bilan. Ok, où est-ce qu'il est le bilan? Voilà, il est là. Ok. Alors, au niveau du bilan, il y a quelque chose que vous devez remarquer. Wireless license. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous remarquez une chose, il y a une augmentation par rapport à l'année précédente. La licence, c'est une licence d'exploitation d'un réseau. D'accord? Donc, on paye tout cet argent, si c'est 147 milliards, 149 milliards qui ont été dépensés jusqu'aujourd'hui pour utiliser le réseau entre le réseau, la 1G, on va se dire comme ça, entre la 2G et la 5G, pour faire simple. Entre la 2G et la 5G, il a fallu dépenser de l'argent. Donc, on a payé pour la 2, on a payé pour la 3, on a payé pour la 4, on paye pour la 5. D'accord? Donc, ceci a de la valeur. Ça a une énorme valeur. Or, ici, c'est enregistré généralement comme un actif intangible. Faites attention. On revient ici au niveau des rapports financiers de 2021. Pourquoi c'est important? Vous avez vu que j'ai mis Wireless License ici. On va faire la recherche ici par rapport à Wireless License. Vous allez voir ici que Spectrum License Transaction. Vous allez voir ici qu'en 2020, on a fait l'acquisition ici de ces licences-ci pour 3 milliards et poussière. Donc, vous faites l'ensemble ici des achats. Mais en 2021, vous allez voir ici qu'on a fait une grosse acquisition. On a acquis 3511 licences d'exploitation pour la 5G. Attention, C-band. Il faut qu'on s'arrête encore quelques instants. En fait, il y a des gens qui pensent que en fait, même pas qu'il y a des gens. La 5G, d'accord, c'est impressionnant en termes de vitesse de connexion. Mais la 5G, en termes de dépenses en capital, c'est tout simplement énorme et non viable. Parce que la 5G que vous allez recevoir en date d'aujourd'hui, c'est une 5G, voilà, comment on dit ça, à rabais, on va le dire comme ça. Parce que pour avoir une 5G, il faut qu'il y ait des tours de télécommunication comme vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire tantôt sur la vidéo concernant ici le secteur des télécoms, d'accord? Donc, on va aller voir ce commentaire-là. Semble-t-il, enfin, je pense que je n'ai juste pas mentionné ça dans la vidéo de la 5G ici. Donc, il est où son commentaire? Voilà. Donc, il dit, c'est Juju qui a fait le commentaire ici. Donc, merci Juju ici. Donc, Juju dit ceci. Il a dit quoi? Voilà. Donc, cela complique toute acquisition. Donc, sinon, pour la 5G, oui, ça va bénéficier à tout le monde, sauf aux opérateurs télécoms. Donc, quand il dit tout le monde ici, aux télécoms infrastructures, dont notamment les Qualcomm, les Cisco, les Motorola, les Nokia, parce qu'ils vendent l'infrastructure, les Arista Network, attention, les Juniper,
D'accord? Ça va également bénéficier à ceux qui vont construire le réseau ici, donc les DICOM, d'accord? Que je n'aime juste pas les compagnies d'ingénierie. Ici, j'aime l'ingénierie conseil, je n'aime pas ingénierie, celui qui s'occupe également de la construction, etc. Je n'aime pas ça. Donc, je préfère ingénierie conseil, un peu comme les Stantec, qui est une compagnie ici, si vous ne connaissez pas le nom, compagnie canadienne, donc Stantec, voici le nom. Je n'ai pas encore analysé l'entreprise ici, mais j'aime bien ce genre d'ingénierie-là. Ok, on revient ici au niveau des télécoms. Il dit ceci. Donc, pour tous les 100 megs en 5G version. Donc ici, on dit ceci. Donc pour avoir réellement la 5G, il faut construire à peu près faut construire à peu près une tour de communication toutes les 100 megs. Je pense également que c'est une image qu'il essaie de donner, parce que ce n'est pas exactement ça, mais c'est une image qu'il donne ici. Par rapport à une tour tous les 400 megs pour la 4G. C'est-à-dire que pour la 5G, il faut plus de tours de télécommunication. Or, c'est pas du jour au lendemain qu'on va vous donner les tours de télécommunication. Donc la 5G généralement sera très populaire dans les zones dans les zones où il y aura la population sera de plus en plus dense, donc notamment dans les grandes villes, d'accord, mais également dans les villes périphériques, etc. La 5G, voilà, on aura une 5G à rabais, d'accord. Donc c'est pour ça que on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle généralement la 5G C-band, donc à bande C, d'accord. Donc pour les termes techniques, excusez-moi, je peux un tout petit peu je pourrais me tromper. D'accord? Parce que plus je lis sur ce segment d'activité, plus je lis sur ce secteur, plus j'ai l'impression que mon niveau de connaissance se rapproche de zéro. En vrai, c'est réellement, parce que c'est très, très technique ici. Parce que si vous faites l'erreur de prendre le mauvais chemin en termes de réseau, d'accord? Vous allez dépenser énormément pour un résultat qui ne sera pas juste viable à long terme en termes de maintenance. Donc, faites très, très attention par rapport à ça. La 5G, au début, quand je lisais, je pensais que la 5G va concurrencer le service d'Internet haut débit par fibre optique, mais non. Non, 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 non. La fibre optique ici, techniquement, en termes de maintenance, c'est presque rien. Alors que la 5G, pour avoir la même puissance ici, ils vont devoir dépenser énormément en capital. Donc, ce n'est presque pas viable. Ça pourrait être viable dans certaines zones, mais pas dans toutes les zones. Donc, la fibre optique a encore de beaux jours devant. Ils ont encore, voilà, il y a des perspectives d'avenir sont encore bonnes sur la 5G, sur la fibre optique ici. Donc, notamment, c'est à cause de ce genre de crainte-là qu'on vend, par exemple, les entreprises comme Chatter Communication qui perd 15% aujourd'hui. Elle perd 15% parce qu'elle a dit, dernièrement, hier, elle a fait il y avait son Investor Day et quand je dis hier, c'est le 13. Hier, c'était le 13, exactement. Donc, durant son Investor Day ici, ils ont mentionné que ils ne vont pas réduire les dépenses en capital, donc on va rester aux alentours de 10 milliards par là, et ça pourrait même augmenter dans le futur ici. Le marché n'a pas apprécié cela, notamment parce que il faut voir que c'est une entreprise qui a énormément dépensé en capital, donc on pensait que c'était terminé, mais ce n'est jamais terminé. D'accord? Le marché est un peu inquiet par rapport à ça, mais ils gagnent beaucoup d'argent littéralement. Mais également, ils ont une énorme dette ici. Bon, c'est une dette qui est assez gérable parce que les taux d'intérêt sur cette dette-là sont très peu élevés ici et c'est une dette qu'elle peut repayer. Voilà, je pense si je regarde bien par rapport à leur free cash flow ici, si je ne me trompe pas, Chatter Communication, donc on va aller rapidement ici. C'est une dette nette qu'ils peuvent repayer en combien de temps? Voilà, si on précise, donc à peu près 9, 8, donc en 10 ans ici, juste avec les free cash flow actuels, ils peuvent repayer la dette. D'accord? Mais maintenant, en dépenses en capital, ce sont les dépenses en capital de croissance, généralement. Ce n'est pas la dépense en capital de maintenance. OK? Donc, faites attention à ça, parce que quand vous regardez le capital expenditure par rapport ici à on va prendre ça ici, par rapport au revenu, d'accord? Le pourcentage, c'est ceci. Remarquez que en 2018, on dépensait 22% du revenu ici en dépenses en capital. Entre 2020 et aujourd'hui, on était aux alentours de moins de 15%. Et là, on essaye de remonter. Mais quand vous regardez bien, on est en dessous de la moyenne par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Le pic ici, c'était 25% en capital en 2014. Donc, on diminue. D'accord? Faites attention à ça. OK? Il faut également vous dire qu'ils ont un segment d'activité ici qui est appelé à mourir, qui est le segment, à décroître, donc qui est le segment ici de la vidéo, donc notamment ici, c'est le segment ici de la câblo-distribution. D'accord? Ça marge haut, mais ça sera appelé à mourir. Donc, on maximise ici au niveau du segment de la téléphonie mobile et également du segment d'Internet. OK? Donc, faites attention à ça. On revient ici sur la vidéo concernant Verizon parce que tout est lié. Tout est lié. Charter Communication est un concurrent à Verizon. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'on gagne plus d'argent quand on offre des services combinés. D'accord? On gagne plus d'argent quand on offre des services combinés. Donc, pour offrir un service combiné, il faut la vidéo, il faut la télévision à domicile, d'accord? Internet, ok? Et la téléphonie mobile. D'accord? Maintenant, parce que je ne prends pas en considération la téléphonie résidentielle. Donc, vous voyez que
Verizon offre la même chose, d'accord? Mais en termes de réseau Internet, Charter Communication est également bien établi. Donc, ils ne sont pas jamais enclins à faire concurrence au niveau du réseau Internet ici. Donc, il faut faire attention ici. Donc, on revient ici sur notre vidéo concernant Verizon. Donc, vous pouvez mieux comprendre que actuellement la 5G qu'on a, ça sera une 5G à rabais. Dites-moi également si je me trompe, ok? Donc, pour revenir ici à la dépense en capital, vous voyez qu'ils ont dépensé 45 milliards pour acheter 3511 licences en 2021. C'est énorme. Mais ils n'ont pas le choix que de le faire. C'est énorme. C'est pour ça que la dépense, la dette a augmenté littéralement. Et vous allez voir ici, comme sur la vidéo précédente, je vous mentionnais que la dette en question, avant, l'entreprise s'échangeait à des PER très élevés, parce que le marché ne prenait pas en considération la dette. Maintenant que le marché prend en considération la dette, on a des PER à rabais. Or, c'est une entreprise qui peut rembourser cette dette-là. C'est pour ça que je mentionne ici que le bilan de cette entreprise est sain. D'accord? Donc, l'entreprise est en bonne santé financière. Il faut bien que je le précise. D'accord? Verizon a terminé le trimestre avec 2 milliards 82 millions en termes de liquidité dans son bilan contre 9 milliards 936 l'année précédente à la même période. Entre-temps, ils ont fait une acquisition de près de 7 milliards. Faites attention. Je pense que c'est TracFone. Donc, et une dette à long terme de 132,9 milliards de dollars. Et quand je dis dette à long terme, c'est la dette à long terme. Je n'ai pas pris la dette à court terme. OK? Parce que pour la dette nette, ça prend pour la dette au total, ça prend la dette à court terme plus dette à long terme. Donc, vous allez voir qu'on va tomber aux alentours des 147 milliards, comme je vous l'ai montré tantôt dans les bilans. Donc, quand vous faites ici moins la dépense en capital, donc moins le cash, ça fait de 145 milliards. OK? Donc, on est à peu près correct à ce niveau-là. Donc, on revient ici au niveau de... Donc, c'est pour ça que je dis, par rapport à la dette ici, ils sont bien placés. D'accord? Regardez juste ceci. Si vous allez sur Verizon, ici, vous prenez la dette nette. D'accord? La dette nette sur EBITDA. D'accord? Vous allez avoir quelque chose, une dette nette sur EBITDA aux alentours de combien? Donc, on prend ici, et s'il vous plaît, la dette nette sur EBITDA ici prend en considération une dette nette de 176 milliards. D'accord? Donc, quand on prend la dette nette sur EBITDA ici, sur ce logiciel-ci, ça met 3,6 fois les EBITDA. Or, la dette nette est de 145 milliards. C'est-à-dire que si on prend l'EBITDA actuel, qui est de combien? De 43 milliards. OK? Donc, on prend ici 145 divisé par 43 milliards. On obtient combien? Une dette nette aux alentours de 3,37 fois les EBITDA. OK? Et encore, ça pourrait même augmenter parce que l'EBITDA ici est en berne par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Mais je vous ai toujours dit que pour les entreprises qui ont une dépense en capital élevée, c'est le cas de ce genre d'entreprise-ci, il faut prendre en considération la dette nette sur EBITDA moins la dépense en capital de maintenance. Or, c'est très rare qu'on vous donne, on vous donne la dépense en capital de maintenance. Généralement, vous allez avoir la dépense en capital de croissance, la dépense en capital au total. Donc, vous allez voir ici que c'est à 6,6 fois les EBITDA ici. Or, c'est moins élevé que ça. Je pense que quand on enlève, on est aux alentours de 6 par là. Mais n'empêche qu'on est à un niveau assez élevé qu'on prend en considération la dépense en capital. Mais c'est un niveau assez correct. Il faut également vous dire que c'est une entreprise qui génère à peu près une vingtaine de milliards par an en termes de free cash flow. Donc, si nous avons une dette nette de 145 milliards, en 5 ans, on paye 100 millions pour la dette. Même si on paye la moitié en dividende, en 5 ans, on paye 50 millions pour la dette. Ce qui représente à peu près aux alentours de 30% de... Enfin, pas 30... Oui, c'est 30% de la dette parce que 5 divisé par 15, 6, oui, c'est à peu près... Oui, on paye 30% de cette dette-là en 5 ans. OK? Donc, c'est à peu près gérable. On revient ici parce que c'est avec les free cash flow qu'on repaye la dette. On revient sur notre vidéo ici, notre lecture ici. Alors, par ailleurs, il ne serait pas surprenant de voir la société augmenter son dividende. Donc, le versement trimestriel a récemment été augmenté de 2%. Donc, c'est tout à fait normal. Mais ne vous attendez pas à une augmentation énorme. OK? Faites attention ici parce qu'il dépense plus son capital et pour améliorer le réseau, d'accord? Notamment ici, également pour faire certaines acquisitions et également pour rembourser la dette. Et procéder à de nouvelles acquisitions, comme je l'ai mentionné tantôt. La direction a en effet clairement indiqué qu'elle s'engageait à renforcer les capacités stratégiques de Verizon et ses actifs en matière de fréquence, donc en matière de spectrum. Maintenant, statistique veut dire que Verizon va continuer à racheter du spectrum. Donc, va continuer à acheter auprès de la FCC le droit d'exploiter certains réseaux, un certain niveau de fréquence radio. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Je ne suis pas très technique à ce niveau-là. OK? On va continuer à dépenser de l'argent. Et ça reste une dépense en capital de croissance et non de maintenance. Le management a prévu des dépenses d'investissement d'environ 16,5 à 17,5 milliards de dollars pour 2022. Donc,
soit une baisse par rapport aux 18,2 milliards de dollars de 2021. Verizon ayant entamé sa progression vers une faible utilisation des capitaux, donc on prévoit ici une réduction de la dépense en capital, ou bien un maintien de la dépense à un certain niveau. Mais il ne faut pas également oublier une chose. Présentement, elle a également lancé un processus de baisse des coûts d'exploitation. Donc, ça pourrait également permettre de faire apprécier le free cash flow. OK? On continue ici. Donc, ces fonds serviront à poursuivre la construction de One Fiber. Enfin, le projet One Fiber, je pense que si vous êtes propriétaire de Verizon, vous savez de quoi on parle. Donc, si vous ne connaissez pas, Google it. Et les investissements de Verizon pour soutenir la croissance du trafic sur son réseau 4G LTE, tout en augmentant la portée de la capacité de son réseau 5G Ultra Wideband. OK? Donc, les investisseurs qui recherchent un placement à long terme devraient peut-être envisager la possibilité d'y prendre position et Verizon pourrait bien être le chouchou des personnes à la recherche de revenus car son rendement du dividende est plus de 2 fois supérieur à celui du S&P 500. D'accord? Donc plus de 2 fois. Dans l'S&P 500, je pense qu'on est aux alentours de 1 point et poussière, si je ne me trompe pas. Donc en tout cas, on est peut-être en dessous de 2% ici. Donc si on regarde bien, pour Verizon, on frôle ici. Je dis bien, on frôle ici les 7%. Si je ne me trompe pas. En date d'aujourd'hui, oui, 6,97%. Donc, en termes d'évaluation, est-ce que je vais changer d'avis par rapport à ce que j'ai pris la première fois ici? Je dirais que non. Pas du tout. La première fois ici, l'évaluation que j'avais faite ici, je pense que je ne vais pas beaucoup changer, mais on va en faire une nouvelle ici aujourd'hui, d'accord? Notamment parce qu'on a eu des acquisitions entre-temps, on a eu ici, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc ici, premièrement, on prend en considération que les net income ici, je vais prendre les net income pour essayer d'apprécier les net income et les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens pour ce genre d'entreprise ici. Il faut toujours généralement les comparer. Donc quand je prends les net income ici, en termes de margin, d'accord, enfin, en termes de marge ici, vous voyez que sur les 10 dernières années, donc on va le mettre comme ça, sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 10%. Sur les 5 dernières années, excusez-moi, sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 10%. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 12%. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 14,22%. Sur les 3 dernières années, nous avons quelque chose aux alentours de 14,68%. OK? Mais ça, c'est en prenant en considération les 12 derniers mois. Si je les mets en yearly ici, sur les 5 dernières années, vous allez voir qu'on est à 14,61. Sur les 3 dernières années, on est également à 14,61 par là. Donc, on se rapproche plus du 15%. Mais n'oubliez pas ici, comparez les deux. Quand vous prenez ici les free cash flow, d'accord, et les net income, on les met sur le même tableau. On les met là. On dézoome un tout petit peu. Vous voyez que on a tendance à être plus élevé en termes de marge sur les dernières années, plus élevé en termes de marge. Si on les prend même en termes de volume, littéralement, c'est-à-dire que, admettons qu'on ne prend pas en considérant les marges, mais on prend plutôt le volume ici, donc c'est-à-dire qu'on prend les free cash flow ici en fonction de la valeur en dollars, d'accord? Donc, en moyenne, d'accord, sur les 5 dernières années, sur les 20 dernières années, nous avons 13 milliards. Sur les 10 dernières années, nous avons 17 milliards. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 17 milliards. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près aux alentours de 20 milliards. OK? Et 20 milliards ici par rapport aux 3 dernières années, ici en termes de revenus, c'est à peu près 15% par là, en termes de marge. OK? Si on regarde également ça ici, le margin, à ce niveau-ci, on va se rendre compte qu'on est presque aux alentours de 15% en termes de margin. OK? Donc, si vous regardez également les attentes des analystes ici par rapport au margin, vous allez vous rendre compte qu'on s'attend à peu près à des marges aux alentours de 15% en montant. C'est pour ça que j'avais pris le 15% en termes de marge. OK? Donc, vous pouvez également le changer si vous pensez que si vous pensez que c'est extrêmement... j'avais mis un truc ici sur l'indépendance financière. Donc, si vous pensez également qu'on prend ici le 15 milliards, OK? Enfin, excusez-moi, le 15%. Voilà. 15%. OK? Donc également ici, vous allez voir en termes de revenus, qu'est-ce qu'on va prendre? Les revenus attendus en 2023 sont de 138 milliards 700. D'accord? 138 milliards 700. Donc 138 milliards 700 par rapport à ce qu'on a sur les 12 derniers mois ici, on a à peu près 135 milliards 650. En 2022, le management les analystes s'attendent à voir à peu près combien? On s'attend à voir à peu près aux alentours de combien en termes de revenus? En 2022, on s'attend à avoir à peu près 136,90. Donc, on est presque à ce niveau-là. Donc, on va prendre le 138,7 de 2023.
138,7. C'est déjà une estimation avec une certaine croissance. C'est pour ça que croissance, je mettrais 0, même si le management pense, même si les analystes pensent qu'on peut avoir une croissance ici aux alentours jusqu'à 146 millions d'ici 2026. Mais je mets ici 138. Vous savez qu'il y a de la croissance ici, au moins. OK? Free cash flow, je mets 15%. Nombre d'actions. Le nombre d'actions ici, est-ce qu'il augmente ou bien il diminue? OK? On regarde ici le nombre d'actions. Est-ce que tu augmentes ou bien tu diminues ici? Sur les derniers mois ici, on a quoi? On a quelque chose ici qui augmente. OK? Notamment, il faut savoir pourquoi est-ce que ça augmente. On a fait une acquisition ici entre-temps. Donc, ça influence ici enfin, ça, c'est depuis 2013 ici. Donc, je vais prendre ici, excusez-moi, sur les 3 dernières années. D'accord? C'est par rapport à l'acquisition qu'on a fait en 2021. Donc, on a à peu près 4 milliards 200 en termes de dividendes. 4 milliards 200, excusez-moi, en termes de nombre d'actions. Au niveau du PER, c'est une entreprise qui va s'échanger généralement à 10, 13, 15 fois les bénéfices. OK? 10, 13, 15 fois les bénéfices. Parce que si vous regardez bien ici, le marché a tendance à payer des PER très peu élevés pour cette compagnie-ci, ou bien pour ce genre d'entreprise ici, notamment parce que le niveau d'endettement ici est parfois élevé, la dépense en capital est élevée, etc. Et c'était une industrie qui n'était pas très disciplinée. Donc, je prends ici le price to earning ici, et je le mets en next 12 months, donc ça nous permet ici d'éliminer ici les charges spéciales, d'accord? Donc, on met ici sur les 10 dernières années, enfin, sur les 20 dernières années, le marché paye 13 fois les bénéfices. Mais vous constatez que sur les 13 dernières années, à partir de 2015, on a commencé à avoir quelque chose de moins en moins élevé. Enfin, en fait, si on prend bien sur les... Voilà. À partir de la dernière... oui, exactement. À partir à peu près de 2013 par là. Pourquoi? Parce que regardez la dette. Et je vous l'ai montré sur la première vidéo. Je rentre ici. Donc, la dette nette ici. Vous remarquez que la dette nette a commencé à augmenter à cette période-ci. Et c'est à partir de là qu'on s'est changé plus à 15 fois les bénéfices en moyenne. D'accord? À partir de là, on a commencé à avoir quelque chose, un maximum à partir de 13 fois les bénéfices. Mais cette dette nette-là, c'est une dette pour la croissance. On va devoir la rembourser. On va la rembourser de toutes les façons, tôt ou tard. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, OK? Quand je prends en considération le PER ici, je dis payer 10 fois les bénéfices, 13 fois les bénéfices pour cette entreprise et prendre en considération la dette, c'est vraiment la sous-évaluer à la base. Donc, on va prendre 10, 13 et 15. OK? Donc, 15%, je pense, en termes de dette nette ici, c'est 147 milliards pour la dette nette. 147. OK? Maintenant, je vais prendre ici directement le 15 fois les bénéfices. Qu'est-ce que ça donne? Le 15 fois les bénéfices, ça donne combien? 138 milliards, 0,7 fois 0,15. Donc, 15% de ce montant, ça donne combien? 20 milliards 800. Multiplié par combien? Par 15 fois les bénéfices. Moins la dette nette à combien? 145 milliards. Je dis bien 145 et non 147. Parce que la dette totale est de 147 milliards, moins le cash de 2 milliards, ça fait 147. Ça fait que 145 plutôt. Donc, moins 145 divisé par le nombre d'actions, 4,2, donc 4 milliards 200, ça donne ici 39 aux alentours, on va dire ici aux alentours de $40 à l'action. À X10, à X15, ça donne $40 à l'action. Maintenant, si on le prend à X10, ça va donner quelque chose en dessous, parce que si on enlève encore en considération la dette, ça sera encore moins élevé que ça. Parce que dites-vous ceci, si le marché ne prend pas en considération la dette et qu'il paye 10 fois les bénéfices, d'accord, on a des bénéfices ici aux alentours de 20 milliards 800 en moyenne, donc 20 milliards 800. 10 fois les bénéfices ici, ça donne combien? Ça donne 208 millions. Donc 20 milliards 800 multiplié par 10, ça fait 200 milliards, 208 milliards. Donc, divisé par le nombre d'actions, vu que c'est 10 fois les bénéfices, ça ne sert à rien d'enlever la dette en supplément. Ça donne ici au total $49 à l'action. D'accord? Aux alentours de $49 à l'action. Si on ne prend pas en considération la dette à 10 fois les bénéfices. Donc, X10, without, d'accord? Sans prendre en considération la dette. OK? Ça donne ici aux alentours de $49 l'action. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, on se dira que l'entreprise est correctement évaluée. Mais je vous rappelle que à 15 fois les bénéfices, on prend en considération la dette. OK? À 10 fois les bénéfices, on ne prend pas en considération la dette. Mais n'oubliez pas également que quand on paye une entreprise 10 fois les bénéfices en réalité et qu'elle vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividende, vous avez un rendement de combien? 10%. C'est-à-dire que si vous êtes là pour le dividende, dites-vous que cette entreprise-ci a les moyens de payer ce dividende-là. Donc, si on prend le 20 milliards 800 ici, qui est le free cash flow moyen ou le bénéfice net moyen auquel on pourrait s'attendre dans le futur, divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est de 157 milliards, 157,3. C'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, par rapport au prix actuel, si l'entreprise maintient ses marges et ses revenus et qu'elle vous distribue à peu près les 20 milliards 800 en termes de dividendes, vous aurez 13% de rendement. Et aujourd'hui, le rendement au dividende est combien? Est de 6,97%. C'est-à-dire que
Techniquement, en termes de dividendes, il paye aujourd'hui combien? Donc, par rapport à la capitalisation boursière actuelle aujourd'hui, enfin, 0,6997, je vais mettre 0,7% ici, par rapport aux 140, on est à combien en termes de revenus en date d'aujourd'hui? Excusez-moi, on est à combien en termes de capitalisation boursière ici? Donc, enfin, fois 157,3, ça donne ici au total 11 milliards. Donc, il paye à peu près la moitié de ce qu'il gagne en dividendes. L'autre moitié, on rachète les actions, soit on repaye la dette, soit on fait des acquisitions. Il nous reste à peu près aux alentours de 9 milliards par là. D'accord? Si on veut exagérer, on va peut-être dire 10 milliards. D'accord? Donc, en 5 ans, si on prend le 10 milliards en question, on peut rembourser 50 milliards en termes de dette. Et si on rembourse 50 milliards en termes de dette, ça veut dire quoi? Donc, nos 15 fois les bénéfices, quand on les prenait à 20 milliards 800, vu qu'on a remboursé 30% de notre dette ici, donc il nous reste à peu près 100 milliards par là, admettons, moins 100 milliards ici, divisé par le nombre d'actions, admettons que le nombre d'actions n'a pas trop changé, donc 4,9 ici, 4,2, donc 4,2, on reste toujours aux alentours de combien? 50 $ l'action. Donc vous voyez que plus la dette va diminuer, mieux ça sera pour nous. D'accord? En date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui va correspondre aux gens qui recherchent le dividende, mais également aux personnes qui recherchent une certaine croissance. Donc, moi, aujourd'hui, je me dirais qu'OK, la valeur sera située aux alentours de 50 $ l'action. Je prendrai à 10 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette. Parce que je considère même qu'à 15 fois les bénéfices, même en prenant encore en considération la dette, c'est très, très sous-évalué. Donc, je prendrais plutôt aux alentours de 49 $ l'action. On va mettre aux alentours de 50. D'accord? Si je l'achète en date d'aujourd'hui à 37, disons 38 $, et je le garde pendant 5 ans, d'accord? 5 ans, je fais à peu près une performance, excusez-moi, c'est 5 ans, c'est ça? Donc, je fais ici 50 divisé par 38, d'accord? Ça veut dire ici que je m'attends à une croissance de 31%. Et si je garde ce 31%, admettons que ce 31% se réalise sur 5 ans plus tôt, ok? Ça veut dire ici que j'aurai à peu près en moyenne 5,6%, ok? Plus le dividende que j'aurai à encaisser chaque année, d'accord? Plus le dividende ici qui est de 7%, d'accord, j'aurai une rentabilité de 12% en moyenne. C'est-à-dire que si je l'achète aujourd'hui et que, disons, d'ici 5 ans, donc en 2027, le prix comme par magie arrive à 50 $ net et que pendant tout ce temps, j'ai encaissé un dividende de 7% et que je n'ai pas racheté de nouvelles actions ni quoi que ce soit, j'aurai un rendement de 12,64% au total. Ce n'est pas si mal que ça. Ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance, ok? Mais on voit toujours le bon côté également. C'est une entreprise qui va massivement investir pour essayer de maintenir son réseau assez correct. Mais c'est une dépense en capital de croissance. Donc, les amis, Verizon et AT&T sont des opportunités d'investissement aujourd'hui pour ceux qui aiment le dividende et la croissance, ok? Donc, ce sont ces deux entreprises ici qui ont la capacité de souffrir et elles ne sont aucunement très endettées. Et quand bien même on a pris de la dette ici, c'est une dette ici qui est, c'est une bonne dette, on va le dire comme ça, ok? C'était essentiel de prendre cette dette-là afin de pouvoir développer le réseau parce que ce réseau-là va ramener de l'argent. Simple. Donc, c'est une vidéo qui a un tout petit peu duré, mais vous me connaissez, j'aime faire un 360. Quand on décide de lire les rapports financiers, il faut donner l'information comme il se doit. D'accord? Donc, les états financiers ne vont pas vous raconter tout ce que je suis en train de vous raconter présentement. Il faut lire, d'accord? Il faut regarder à peu près. La 5G, c'est bien, parce que avant, tout le monde a le postulat sur lequel, oui, la 5G, ça va rapporter beaucoup d'argent. La 5G pourrait faire une seule chose, maintenir au moins les marges actuelles. Vous savez ça? Oui. Avec la 5G, on peut uniquement peut-être maintenir les marges actuelles. Donc, c'est déjà important. Et ne regardons même pas le fait d'augmenter les marges ou bien d'augmenter les revenus parce que c'est un marché saturé déjà. Ce marché est déjà saturé. Donc, vous voyez, c'est le potentiel de croissance. Et si on ne fait pas des acquisitions, on n'aura presque rien du tout. D'accord? Il faut également voir que le marché a énormément déprécié ce genre d'entreprise parce qu'elles ont fait de mauvaises acquisitions. La plupart de ces entreprises ont voulu se transformer en entreprises de médias. Ils ont voulu faire la même chose que Comcast. Or, elles ne peuvent pas faire la même chose. Parce que ça demande, il faut vraiment avoir du management de qualité pour gérer la télécommunication, pour gérer le média. Je ne sais pas comment Comcast arrive à faire ça, mais personne ne fait ça mieux que Comcast en date d'aujourd'hui. Et il n'est pas certain que Comcast va continuer à faire la même chose dans le futur, va continuer à bien gérer cela dans le futur. Parce que Comcast, attention, on a un service de médias. Donc maintenant, on doit aller dans le streaming. On a un service ici pour je pense que c'est également si ma mémoire est bonne, on a également un service ici pour Internet. On a également la téléphonie, on a également de la téléphonie mobile. Donc, comme ça, c'est encore plus compliqué que ça en termes d'analyse. D'accord? Encore, il faut que j'aille regarder comme ça, c'est encore en profondeur ici. Dans tous les cas de figure, si mes souvenirs sont bons, dans tous les cas de figure, on émet déjà comme cas présentement.
Et Verizon également, on aime. AT&T également, on aime. OK? Moi, j'aime également Charter Communication et Cable One. Cable One ici, également, qui est une très belle entreprise qui offre une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, ça sera tout ici aujourd'hui pour Verizon. On a creusé un tout petit peu. Donc, tout ceci, vous pouvez retrouver ça dans la newsletter gratos ici. Donc, peut-être qu'on va continuer à faire le suivi ici de Verizon ici, tant qu'on a une opportunité d'investissement ici. Mais comme je l'ai dit, parfois, chaque trimestre se ressemble ici. Donc, s'il y a quelque chose de nouveau, on pourra avoir quelque chose de nouveau. Ou bien, on va seulement parler de chiffres ici. Mais dans tous les cas de figure, le plus important maintenant, c'est qu'on sait que l'entreprise va dépenser en capital. D'accord? Mais également, elle a mis en œuvre un programme ici de réduction des coûts. OK? Pour le moment, elle se porte très, très bien. Pour le moment. OK? La dette est gérable. OK? So, comme je l'ai dit, ce n'est que mon avis. Je pourrais également me tromper, mais allez-y généralement plus loin que les chiffres. OK? On se dit à bientôt. Merci.